Alors nous sommes ici au bord du Dekawede que l'on voit ici, c'est ces incisions que vous voyez juste en face de moi. Le Dekawede est un tributaire de la Bulbula. Et la Bulbula est la rivière principale qui relie le lac Zouay au nord au lac Chala au sud. Pourquoi nous sommes ici? Principalement la problématique ici, c'était de refaire un petit peu la séquence du paysage en analysant un petit peu les coupes stratigraphiques présentes dans la Bulbula et dans, son tributaire, le Dekawede. Principalement, ce qui est important de comprendre, c'est que le lac Zouay se déverse dans le lac Chala par la Bulbula, et la Bulbula enregistre plusieurs séquences en fait, de transgression-régression d'un lac. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le paysage actuel est une plaine lacustre qui, à l'époque, était reliée, en fait, était un grand lac. Maintenant, c'est un complexe de lacs, donc Zouay, qu'on appelle le bassin Zouay, Abiata, Chala, Langano. Donc ça, c'est le paysage que l'on voit ici. Autre relief important, on revoit ici des reliefs qui sont des résidus volcaniques en fait, qui sont importants à comprendre puisque le tributaire de la Bulbula, le Dekawede ici, est le collecteur en fait, des eaux de ruissellement qui descendent de la caldeira de la Loutou. Donc principalement, qu'est-ce qu'on observe ici, ou du moins ce que l'on a observé sur l'ensemble de la Bulbula, c'est plusieurs séquences de transgression-régression des lacs. Le bas de la séquence commence par ce que nous avons dénommé le pré-lake, qui sont en fait des retombées volcaniques qui datent vraisemblablement en gros de la dernière explosion de la Loutou, en gros entre 250 000 et 150 000. Voilà. Après, on a la première transgression marine que l'on a appelée Hyper Lake, qui est marquée par des niveaux de diatomite et une dalette, ce qu'on appelait une dalette, qui sont en fait une alternance de grès et de diatomite, que l'on verra notamment à Dekawede 4. Voilà, donc ça c'est la fin, c'est le maximum en fait de notre phase Hyper Lake. Je vais d'abord faire les séquences un petit peu géologiques et après j'intégrerai en gros les paléosols dedans pour essayer pour montrer un petit peu comment s'emboîtent un petit peu toutes ces séquences et où où les occupations ont été observées. À la suite de cette séquence, on a effectivement une régression marine. Donc on peut imaginer que les lacs étaient tout à fait dissociés. Ce qui a mis à nu la dalle, cette fameuse dalette qui se repère partout dans le paysage. À la suite de ça, nous avons une retransgression marine qui a été notre séquence 2, qui débute par, selon les endroits évidemment, et selon la géométrie un petit peu du paysage, par des siltes, et après une grande séquence de ponces, donc de retombées volcaniques. Ça c'est la deuxième séquence. Notre troisième séquence observée ici, c'est la séquence terminale. Cette séquence est donc après la séquence de ponce, la fin de notre deuxième séquence que nous avons appelée la Bernosa, qui a été appelée la Bernosa. Nous avons une incision, une régression des lacs. Et donc là encore les lacs sont tout à fait séparés. Au-dessus de ça, notre troisième séquence vient chapeauter en fait le haut du paysage. C'est encore une alternance de siltes et de ponces et beaucoup de colluvions avec des paléosols. Et enfin la fin totale de la séquence qu'on aperçoit partout dans le paysage, et qui est un très bon marqueur stratigraphique pour nous, c'est un niveau de coquillage un niveau de coquillage qui scelle un petit peu tout le paysage, qui en fait est la marque des derniers rivages en fait, de ces lacs. Donc voilà un petit peu le paysage. Donc ça c'est uniquement pour illustrer un petit peu les différences un petit peu lithologiques que l'on peut avoir dans ce que l'on peut observer dans ces coupes.
À l'intérieur de ces séquences, on a observé effectivement des arrêts de sédimentation qui sont postérieurs généralement aux incisions, ce qu'on appelle la discordance en fait. Donc la majorité de ces séquences en fait sont des séquences emboîtées, c'est pour ça qu'on ne les repère pas systématiquement en stratigraphie. C'est important de comprendre que la géométrie un petit peu du paysage et notamment de la bulbula qui nous contraint un petit peu à l'observation, nous font observer que ces trois séquences sont emboîtées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le long de la bulbula, on n'a quasiment jamais la séquence 1, la séquence 2, la séquence 3 qui s'est superposée. Par contre, on observe souvent séquence 1, séquence 2, avec généralement rien, séquence 1 et séquence 3, souvent, très souvent sur l'ensemble de la bulbula, et notamment à Courcoura et à bulbula 1, et également ici un petit peu. Ça, c'est un peu on va dire, le cadre un petit peu géologique de ce qu'on observe ici. À l'intérieur de ces séquences, effectivement, et c'était l'objectif bien évidemment, c'était de retrouver des niveaux archéologiques et pour essayer un petit peu de caler les occupations dans le paysage. Principalement, ces niveaux archéologiques s'observent principalement dans des paléosols. Les paléosols sont en fait un arrêt de la sédimentation, généralement après des discordances, c'est-à-dire généralement des régressions de lacs. Donc dans les transgressions lacustres, on n'observe aucune occupation. Par contre, immédiatement dès qu'on a des régressions, effectivement le paysage se stabilise légèrement et on voit l'apparition de paléosols. Le premier paléosol que l'on observe, c'est celui qu'on observera à DKWD2 et dont vous parlera François. 4, pardon, et dont vous parlera François. Il est immédiatement au-dessus de notre dalette repère. Donc en fait ça exprime une bonne régression, une grande régression des lacs, et en fait l'occupation se situe dans un paléosol uniquement au-dessus de cette dalette graiseuse. Ça, c'est un paléosol où l'industrie, mais François vous en parlera mieux que moi, qui est daté du MSC, donc Middle Stone Age. D'autre part, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a trouvé deux autres sites, qui est DKWD2S1 et DKWD2S2 et S3, trois sites en fait, qui se situent là-dedans, non pas au haut de la première séquence, mais plutôt à la base de la troisième séquence. Donc on observe ces paléosols, c'est des paléosols qui sont formés dans de la colluvion de pumice. Ils sont datés, ils sont plutôt du late Stone Age, mais bon, encore une fois, je laisse François parler de ça, et notamment de dater un petit peu tous ces paléosols. Donc de toute façon, on se dirait filmer là-bas. Ils sont en séquence, en fait, donc on a une succession de deux paléosols, un premier paléosol à la base, dans de la pumice, et un deuxième paléosol sur le haut qui termine la séquence, juste en dessous du niveau lacustre marqué par la malacophone. Donc en gros, voilà un petit peu qu'est-ce qu'on observe ici. Je vous ai replacé un petit peu ça en séquence. Je pense que François, tu pourras récupérer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici? Ce qui est important de comprendre ici, c'est que les enregistrements archéologiques sont quasiment systématiquement dans des paléosols. Donc en gros, en termes géologiques, un paléosol, c'est évidemment une accumulation de plusieurs millénaires d'occupation. Donc l'industrie qui est représentée est difficilement datable et nous donne uniquement des fourchettes. Dans l'objectif à atteindre ici maintenant, c'est effectivement d'arriver à dater précisément, on a quelques dates et notamment données par l'archéologie, qui nous permettent effectivement de dater cette séquence. En gros, on a une séquence en gros de 250 000 jusqu'à nos jours. Ces différences, l'objectif maintenant, c'est effectivement de corréler tout ça dans toute la géométrie le long de la bulbula et d'observer un petit peu les endroits préférentiels où ont préféré s'installer les différentes occupations, que ce soit MSC ou que ce soit LSC.